Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Galaxy Nexus, le dernier smartphone Google Nexus, donc sous Android. Donc il s'agit d'un smartphone avec un écran de 4,6 pouces, un processeur dual-core Samsung, donc un appareil photo de 5 mégapixels avec flash. Comme on le voit, il est assez fin, il a un design un peu incurvé au niveau de l'écran, même si c'est plus une illusion d'optique que de vraies courbes. Alors ici on a le bouton Power, ici on a une connectique pour un dock, ici on a le port audio jack habituel, ici le micro, là le port micro USB qui fait aussi MHL, hein, donc pour y connecter un adaptateur vers HDMI. Ici on a les boutons de réglage du son et en haut on n'a rien. Voilà. À l'avant, on a une caméra frontale de 2 mégapixels et donc les touches, comme on le voit, il n'y en a pas ici, en fait, elles sont intégrées à l'écran. Donc on va tout de suite le démarrer en restant appuyé de manière prolongée ici. Voilà. Donc ce smartphone, comme je l'ai dit, un processeur dual-core 1,2 GHz, 1 Go de RAM et a la particularité d'être le premier smartphone sous Android 4.0. Donc la fusion des branches 2 pour les smartphones et de la branche 3, donc Honeycomb, pour les tablettes. Donc du coup, c'est le même système d'exploitation qui est utilisé sur les tablettes et sur les smartphones à partir d'Android 4. Voilà, donc ça c'est l'écran de déverrouillage. On a la possibilité, comme on le voit, de déverrouiller le smartphone ou directement de lancer l'application photo. Voilà, donc là je déverrouille, code de ma carte SIM. Voilà. Donc ça c'est l'écran d'accueil comme on le voit dès qu'on allume le smartphone. Alors on a donc trois touches ici et donc nouveauté, on n'a plus la touche menu en fait. Donc cette touche menu elle a disparu ici. Avant on avait quatre touches, là on n'en a plus. On a un retour, home et ça c'est un nouveau bouton qui est le bouton multitâche, donc qu'on n'avait pas avant. Avant on avait retour, home, menu et éventuellement recherche selon les smartphones. Donc là le widget de recherche est dans tous les cas en haut en fait. Alors, voilà. Donc le widget est dans tous les cas en haut pour la recherche. On peut pas l'enlever en fait. Il ne s'agit pas d'un widget. Hein, il est présent sur tous les bureaux en fait. Et donc on n'a plus de bouton menu. Donc là, si on veut accéder au menu du smartphone, il faut en fait descendre la barre de notification et cliquer sur ce petit bouton là pour se retrouver sur les paramètres. Donc on reviendra plus tard sur cette fonction. On va faire le tour des bureaux. Donc on a 5 bureaux, on peut pas en ajouter, on peut pas en enlever. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse toujours pas faire ça alors que les surcouches le permettent depuis un moment déjà sur Android 2.3 ou même 2.2. Donc on a les widgets qu'on peut redimensionner, évidemment, comme sous Honeycomb, hein. Ça c'est pas mal. Ici, donc ça c'est un widget Twitter qui n'a pas forcément grand chose à voir avec le système d'exploitation, le Galaxy Nexus. Là encore, widget Gmail qu'on peut tout à fait redimensionner aussi de cette façon, hein. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté sur les smartphones hors surcouche. Et donc ici d'autres widgets, dont celui-ci qui est installé par défaut. Donc c'est le widget qui permet de gérer tout ce qui est tous les switches. Donc là encore, rien de nouveau à ce niveau-là. Donc on va revenir aux paramètres qui ont subi pas mal de changements en fait depuis Android 2.3. On a donc ici une nouvelle présentation en fait par thème. Donc on a sans filet réseau, appareil, personnel et système. Donc sans filet réseau, ça regroupe le Wi-Fi, donc qui permet d'activer directement sans aller dans Wi-Fi, ensuite on-off comme c'est le cas sur la 2.3. Et en fait, un clic sur Wi-Fi nous permet d'accéder aux paramètres. Donc du coup, en une seule ligne, on a plus d'accès. Pareil pour le Bluetooth, en une ligne, sur la même ligne, on a le switch ainsi que le bouton pour accéder aux paramètres. Autre chose de nouveau, on a la consommation des données de chaque application. Voilà, donc on a la possibilité de fixer un niveau d'alerte. Ici, j'ai mis 495 mégas et un quota. Donc là, je ne l'ai pas fixé, mais j'aurais pu le mettre. Donc un plafond, par exemple, à 2 gigas. Et à 2 gigas, en fait, tout sera bloqué.
On n'aura plus du tout de connexion de data. Ensuite, on a les connexions pour, enfin les données activées pour transférer pour chaque application. Et donc ça en 3G et en Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, hein. On peut regarder qu'est-ce que transfère chaque application, donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Et enfin, on a les options avancées ici. Juste un petit point sur le NFC Android Beam, hein, donc le smartphone est compatible NFC comme le Nexus S. Ensuite, on a d'autres paramètres sous la catégorie appareil. Donc là, c'est quelque chose d'assez habituel, hein, rien de nouveau à ce niveau-là. Ensuite, personnel. Donc on a enfin la possibilité de supprimer un compte Gmail sans voilà, on a la possibilité de supprimer le compte sans resetter l'appareil, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait forcément resetter l'appareil pour pouvoir supprimer le compte Gmail. Et ça me permet de vous montrer un peu le menu en fait. Donc comme je l'ai dit, hein, on a la touche menu qui disparaît. En fait, les boutons menu apparaissent là en haut. Donc le navigateur a aussi le bouton menu en haut. Ici, on le voit. Alors que l'application Contact a le bouton menu en bas. Donc c'est-à-dire que ça change selon l'application sur laquelle on est. Donc c'est un peu déroutant pour moi, je trouve ça pas très logique. D'autant plus que sur une autre page de l'application Contact, le bouton menu est en haut. Donc c'est vraiment, ça change complètement. Et on a même parfois sur certaines applications... Alors si je prends Gmail... Voilà, sur Gmail par exemple, on a le bouton menu en bas et le bouton menu en haut. Donc finalement, pour avoir certains paramètres, on ne saura pas forcément quoi regarder ou cliquer en fait pour accéder à certaines fonctions. Donc là, je vais avoir les paramètres, je vais voir le menu ici, je vais voir que en fait non, je peux pas aller dans les paramètres ici, c'est en dessous. Alors qu'avant, au moins, on avait un bouton menu pour tout le monde, c'était plus simple, c'était homogène sur toutes les applications. Là, Google, sur certaines de leurs applications, c'est en bas, sur d'autres, c'est en haut. Des fois, c'est les deux. Donc au final, on ne sait pas vraiment où cliquer pour avoir des menus. Donc c'est un peu déroutant, ce n'est pas très cohérent pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, autre nouveauté, donc les applications. Je n'avais encore pas montré, donc là c'est comme avant, hein, où un clic sur ce bouton nous amène aux applications. Donc là on défile plus verticalement mais horizontalement, avec un petit effet de transition plutôt sympa. Et on a aussi accès en fait aux widgets. Voilà, donc soit en cliquant directement depuis le bouton d'application vers l'onglet widget, ou soit en scrollant suffisamment au bout de ces applications. Voilà, quand on arrive à la fin des applications, hop, on passe aux widgets. Donc là, pour les widgets, il suffit de rester appuyé pour ajouter un widget sur la home. Et là, on peut ensuite le redimensionner comme je l'ai déjà montré ou le supprimer comme ça. Voilà. D'ailleurs, au passage, on ne peut plus ajouter ces widgets en restant appuyé sur l'écran. Là, ça permet que de changer le fond d'écran. Donc pour les widgets, il faudra obligatoirement passer par ce menu d'application et de rester appuyé pour ensuite ajouter son widget. Voilà. Ensuite, on a un bouton raccourci vers le market depuis les applications, comme vous l'aurez vu. Et là encore, on retrouve ce menu en haut pour accéder à toutes les options du smartphone. Voilà, ensuite un petit tour sur l'application appareil photo. Alors on a trois options, enfin trois possibilités, soit l'appareil photo, soit la caméra, soit le panorama. Alors le panorama c'est un peu dommage parce qu'en fait on n'a aucune option. On se retrouve là, on ne sait pas trop comment paramétrer, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on ne peut rien paramétrer. Bon voilà, forcément c'est pas très bon. Mais dans tous les cas, le panorama, de toute façon, vous donnera jamais de très bons clichés. Alors là, c'est très flou et un peu construit n'importe comment. Mais même si vous êtes dans de bonnes conditions, en fait, le panorama a une résolution très faible. Donc là, c'est assez décevant, puisqu'en fait, on est en 2000 par 600, donc on est à 600 pixels en hauteur. Donc après, plus ou moins de pixels selon le nombre de vues que vous avez pris, mais dans tous les cas, on est à 600 pixels.
Et je trouve que ça fait finalement très peu en hauteur, donc c'est pas vraiment facile enfin, on n'a pas des photos de très bonne qualité. Voilà, alors autre petit défaut du Galaxy Nexus et d'Android 4 en général, en fait, c'est donc sur les touches, donc quand on est sur une application en plein écran comme les photos, lorsque les menus disparaissent, voilà, donc là on voit les trois points sur le côté ici, donc qui correspondent aux touches retour, home et le switch entre les applications. En fait, ils disparaissent, mais ils restent actifs. Donc si vous cliquez là, ça vous amène sur la home. Sauf que, si on y retourne, là, voilà, en attendant que ça disparaisse, là, on n'a rien qui nous indique. Donc on peut très bien cliquer à un endroit, en fait, on ne sait pas... Enfin, au début, en tout cas, quand on ne connaît pas les touches par cœur, on est un peu perdu, c'est-à-dire qu'on est ici, et comment je fais pour faire retour ou home? Est-ce que j'appuie sur le bouton du milieu, le bouton retour? Au final, il faudra appuyer d'abord ici, et ensuite voir à quoi ça correspond pour ensuite appuyer sur retour. Alors qu'avant, une fois de plus, avec les touches physiques, retour c'était retour quoi. Enfin les touches physiques, même si elles étaient tactiles, mais au moins c'était des touches qui étaient intégrées au smartphone et pas directement dans l'écran, pas directement dans l'OS, donc du coup c'était plus simple à gérer. Voilà, ensuite on va passer au mode appareil photo. Il faudra cliquer ici pour avoir accès aux paramètres. Voilà. Là, donc, on a le flash, la balance des blancs, l'exposition, le mode scène. Alors, on remarquera qu'il n'y a pas de mode macro hein, dans le mode scène, c'est un peu dommage. Et enfin, quelques informations, enfin quelques paramètres supplémentaires, le GPS et la résolution de l'image. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au mieux 5 mégapixels, on ne peut pas faire plus. Donc là encore, c'est un peu dommage parce que la plupart des smartphones commencent à faire 8 mégas depuis un certain temps. Donc, bon, voilà. Sur la vidéo, en revanche, rien à dire. Puisque là on a la possibilité d'allumer la lampe torche ou pas. Encore la balance des blancs, quelques modes scène, enfin plutôt effets en fait, qui permettent de modifier un peu les visages ou de rajouter des arrière-plans, c'est plutôt bien, ça réagit pas mal. L'intervalle de temps. Et la qualité, donc là on peut enregistrer en Full HD, donc rien à dire, hein. Autant il fait pas 8 mégapixels, autant l'enregistrement en Full HD, rien à redire là-dessus. Voilà, que dire d'autre? Le navigateur, donc je vais rapidement lancer quelques pages. Alors ça nous permet de découvrir en même temps le clavier, hein, donc rien de très original. Donc là, comme je tape une URL, on n'a pas la saisie prédictive, on n'a pas les mots qui s'affichent, mais bon, on a une ligne en plus, comme on commence à avoir l'habitude maintenant, on a une ligne en plus qui affiche les corrections orthographiques et les prédictions du texte tapé, hein, donc voilà, ça fonctionne sans trop de problèmes. Alors là, je suis connecté en Wi-Fi, donc ça a chargé assez rapidement pour dire que la page était pas en cache. Et donc, une fois en paysage, voilà, ça donne ça, donc c'est assez fluide, hein, il n'y a rien à redire. C'est même très fluide. Et donc les vidéos se lisent a priori sans trop de problèmes, même les vidéos en Full HD. Ça lance YouTube automatiquement. Ah, par contre, petit bug sur l'absence de connexion réseau, parce que le fait est que j'en ai une. Voilà, donc là ça fonctionne, haute qualité, voilà. Voilà, donc là on a différentes actions qu'on peut réaliser ici. Voilà, donc là ça fonctionne sans problème. Ça va me donner l'occasion de vous montrer un peu le son, donc je rappelle qu'on peut régler ici. Et donc, voilà, le volume de son. Donc le volume, enfin le haut-parleur est ici, hein. Donc on en a un seul, donc forcément le son sera pas exceptionnel. Par contre, ça sature pas trop en fait, je suis assez agréablement surpris, ça sature pas trop, c'est pas trop mal. Donc c'est pas très très puissant, mais au moins ça sature pas, donc c'est déjà ça. Voilà, donc évidemment l'appareil lit le flash, etc. hein, sans problème. Et si on va sur Google, ça va me permettre de vous montrer une fonction intéressante qui est en fait
Ici, donc la version voir comme un ordinateur en fait, qui charge les pages comme si vous étiez sur un PC. Donc ça peut être sympa pour contourner la redirection automatique des sites qu'on a parfois quand on est connecté depuis un mobile. On a une version mobile qu'on ne souhaite pas forcément avoir, qui est une version souvent dégradée du site. Donc là, ça permet d'être reconnu comme un Chrome pour PC. Hein. Donc du coup, on a forcément une version desktop de chaque site. Par contre, attention, certains opérateurs comme SFR par exemple bloquent les user agents de PC. Donc du coup, plus aucune page se charge quand vous activez cette option. Ce qui est un peu dommage, donc je sais pas si l'opérateur va changer quelque chose à ce niveau-là ou s'il s'en fout, mais... Avant de terminer ce test, je vais vous montrer une petite fonctionnalité sympa du Galaxy Nexus et d'Android 4, qui est le partage par NFC en fait via l'application BIM. Donc il suffit de prendre un Galaxy Nexus et un autre mobile compatible, donc en l'occurrence pour l'instant un autre Galaxy Nexus. Et en fait, dès que vous les accolez dos à dos, celui qui a du contenu à partager, en l'occurrence une adresse, une application ou autre, va se mettre comme ça. Donc c'est-à-dire que l'application va sortir du mode plein écran, se trouver dans un mode réduit comme ça, alors que l'autre ne va pas réagir. Et là, comme vous voyez, appuyer pour partager, il suffit d'appuyer et automatiquement la page va se lancer sur l'autre. Alors là, bon, j'ai pas internet, mais sinon ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi avec les applications. Donc si je lance par exemple, mettons un jeu, alors petit bug d'affichage mais c'est rien, voilà, je lance un jeu, je colle les mobiles, là encore, appuyer pour partager, j'appuie ici et sur l'autre smartphone, ça va automatiquement lancer le market. Alors là, encore une fois, j'ai pas internet, j'ai pas de compte Gmail, mais sinon, ça lance le market avec le lien vers cette application en question. Alors bien sûr, si c'est une application payante, il faudra la repayer ici. Si c'est un autre compte Google, hein, ça ne permet pas de partager des applications payantes, hein, évidemment. Mais c'est plutôt sympa. Pareil pour les fiches contacts. Là, j'affiche un contact. Je colle les deux Galaxy Nexus dos à dos. Appuyer pour partager. Et l'autre la reçoit instantanément. Alors il manque juste la photo, le numéro de téléphone s'affiche pas de la même façon, mais sinon c'est vraiment ça fonctionne vraiment bien. Par contre, petit point négatif, ça fonctionne pas pour les photos. Donc si j'affiche voilà une photo en plein écran, je les colle dos à dos, il se détecte, donc on a le petit son et ça vibre, mais on ne peut pas envoyer de fichiers en fait, on sort pas du mode plein écran, donc on ne peut pas partager finalement de fichiers, il faut passer par le Bluetooth ou d'autres services via internet, mais on n'a pas possibilité de partager des fichiers, des musiques, des photos ou quoi que ce soit d'autre via le NFC, donc c'est un peu dommage parce que on aurait pu imaginer un système qui, même si le NFC n'est pas fait pour partager des gros fichiers, qui, lorsqu'on essaie de partager une photo, va automatiquement activer le Bluetooth des deux appareils, les faire se reconnaître, transférer le fichier, puis redésactiver le Bluetooth. Donc ça aurait été totalement transparent pour l'utilisateur et ça aurait permis de partager des fichiers aussi simplement que c'est le cas pour les URL. Mais bon, c'est pas le cas pour l'instant. Ça sera peut-être dans une future mise à jour. Mais bon, voilà, c'est du petit détail. Et sinon, ça fonctionne aussi, par exemple, pour Maps. Voilà, donc c'est hop. Voilà, c'est vraiment instantané. Hein. La Maps démarre automatiquement, sans aucun problème. Voilà. Donc voilà, c'était pour le petit tour du Galaxy Nexus. Alors je vous ferai la démonstration de enfin je vous mettrai en exemple quelques photos et vidéos que j'ai prises avec en test sur le blog. Et sinon pour conclure quand même rapidement en vidéo, je suis assez satisfait et aussi un peu déçu en même temps. Satisfait parce qu'on a enfin un grand écran qui tient sur un encombrement pas trop gros. C'est juste quelques millimètres, enfin quasiment 1 cm de plus qu'un Nexus S pour un écran qui est quand même carrément plus grand. On passe de 4 pouces à 4,6, donc c'est quand même autre chose. Ensuite, il est super rapide, donc rien à redire à ce niveau-là. Par contre, petit défaut au niveau du capteur qui est seulement de 5 mégapixels.
Ça, je trouve ça un peu dommage, tout le monde passe à 8, le Galaxy S2 est à 8, et là on fait un retour en arrière à 5, donc c'est pas compréhensible pour moi. Bon, voilà. Ensuite, on n'a pas de port micro SD. Alors on nous dit parfois que c'est à cause du protocole MTP, qu'on peut pas avoir de port micro SD. Parfois on a l'excuse des performances, mais toujours est-il que pour l'utilisateur ça représente quand même un gros attrait. Voilà, donc comme on le voit, on a la carte SIM, la batterie, qui est une batterie de 6,48 Wh, voilà, avec une coque, j'en ai pas parlé, mais assez souple, hein, à peu près comme celle du Galaxy S2, assez souple, mais un peu plus qualitative. Je trouve qu'elle fait un peu moins cheap que celle du Galaxy S2. Voilà. Donc petit point noir, donc du coup je le disais sur l'absence de port micro SD et la présence d'un 5 mégapixels, d'un capteur de 5 mégapixels au lieu de 8, c'est un peu dommage. Par contre, plutôt pas mal, on a donc une sortie, on a un port MHL ici, donc micro USB plus HDMI. Donc il vous suffira d'un adaptateur qui fait d'un côté donc micro USB, voilà, et de l'autre côté HDMI en fait, pour brancher un câble, et plus l'alimentation que vous retrouvez ici. Et du coup ça fonctionne sans problème, je l'ai testé, donc aucun souci à ce niveau là. Ensuite, pour continuer sur les petits défauts du smartphone, mais surtout d'Android 4, je citerai donc une déception au niveau des touches, en fait, de la perte du bouton menu, avec ce menu qui est parfois en bas, parfois en haut, alors qu'il est plus en bas. Enfin, on s'y perd un peu, je trouve. Et du coup, l'accès aux paramètres qui avant se faisait en une seule touche, là, on est obligé de scroller plus appuyer sur nos touches. Donc c'est un peu dommage, d'autant plus qu'on a Google s'est quand même arrangé pour que la plupart des paramètres soient plus accessibles, plus logiques. Par contre, l'accès à ces paramètres, lui, il est plus compliqué. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. D'autres choses au niveau surtout des couleurs aussi. Je trouve que les couleurs sont assez sombres. Moi, même si ça me dérange pas trop, je pense que le grand public serait un peu perdu par ce bleu et noir, un peu comme Honeycomb. En fait, je m'étais dit la même chose sur la version pour tablette d'Android, donc la version 3. C'est assez sombre, et en fait, je pense que le grand public n'est pas... Enfin, ça s'adaptera mal au grand public. Après, ça n'engage que moi, hein, mais c'est un peu trop sombre pour un système qui tente de se démocratiser, enfin qui se démocratise de plus en plus. Je pense que c'est pas forcément extraordinaire, mais bon, voilà, c'est juste un avis. Et puis un dernier exemple, voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, quand on a du contenu en plein écran et qu'on veut faire retour, on ne sait plus trop où appuyer, on n'a plus rien, on n'a plus les touches physiques pour retourner en arrière. Donc c'est un peu dommage en fait de ne pas avoir ces touches-là, d'autant plus qu'un simple appui sur le point ici fait directement le retour. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc ça reste un très bon smartphone, mais qui n'aurait quasiment aucun intérêt s'il n'avait pas Android 4. Donc du coup c'est surtout pour cette version d'Android qu'on achète le smartphone actuellement, parce que c'est le seul à embarquer cette version de l'OS. Et du coup voilà, une version de l'OS qui change pas mal de choses. Pour moi, la 2.3 n'avait pas apporté grand chose, puisque finalement elle faisait que reprendre les apports des surcouches des autres, de HTC ou de Samsung par exemple. Cette version 4, on ne peut pas en dire la même chose, c'est une version majeure, clairement, elle change pas mal de choses, mais pas forcément tout en bien. Voilà, donc c'était juste mon avis, ce que j'en pense. Il y a des choses positives, des choses un peu négatives. Après, chacun ses goûts. Pas mal de personnes semblent apprécier ce système d'exploitation, donc je comprends aussi, hein, il a des qualités, il y a vraiment aucun souci. Mais pour moi, il y a encore pas mal de défauts, en espérant que Google corrige ça prochainement. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour ce test, et à bientôt pour de prochaines vidéos sur mon blog.